Bienvenue donc pour cette vidéo sur l'origine des séismes et des volcans. Donc on est dans la deuxième partie, l'explication du mouvement des plaques au niveau des dorsales et des fosses. La première partie étant la mise en évidence de ces mouvements par les travaux de Wegener et par donc les enregistrements et analyses des mesures GPS actuelles. Vous avez donc, rappelez-vous, cette carte qui montre les mouvements des plaques lithosphériques et on avait vu deux types de mouvements. Alors, au niveau des fosses océaniques, ici donc en vert, vous avez donc un mouvement principalement de rapprochement, donc une zone de convergence. Cette convergence peut être très importante, par exemple entre la plaque pacifique et la plaque indienne, 11 cm par an, mais peut aussi être relativement faible. Donc on part du principe qu'il y a 3 cm à peu près d'écartement par an en moyenne au niveau des fosses. Deuxième zone très importante, deuxième limite de plaque, on n'oublie pas que les fosses et les dorsales ont des limites de plaque, c'est donc cette dorsale que je dessine ici, donc la dorsale médio-atlantique, il y a d'autres aussi, mais c'est celle-là qui nous intéresse. On voit aussi de part et d'autre de cette dorsale, cette fois non pas un rapprochement, mais un écartement entre deux plaques, par exemple entre la plaque nord-américaine et la plaque eurasiatique. On a un écartement de 2 à 2,5 cm par an. Troisième type de zone active au niveau des mouvements, donc des zones où il va y avoir un décalage, un coulissage. Bon, j'ai trouvé le terme de coulissement, je ne sais pas si c'est très français, mais bon, je le note quand même puisque j'ai trouvé dans des documents. C'est par exemple au niveau de la faille de San Andrea où on a un décalage entre la plaque nord-américaine et la plaque pacifique de 5 cm par an. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est donc ce qui se passe au niveau des fosses et des dorsales. On va commencer par les dorsales dans un premier temps et les fosses ensuite. Donc, que se passe-t-il dans les zones où deux plaques s'écartent? Donc, on rappelle bien, on est dans un écartement, une zone de divergence entre deux plaques, donc on est au niveau des dorsales. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est compliqué de visualiser une dorsale, c'est un relief sous-marin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de leur axe, il y a une vallée profonde qui s'appelle le rift. Ce rift, c'est une sorte de zone très fracturée. Alors, ces zones très fracturées, on la voit. On la voit en Islande, là où la dorsale affleure. Alors ce rift, vous l'avez ici, c'est une sorte donc de grand relief, comme un grand canyon si vous voulez, de part et d'autre duquel on peut mesurer, si je mets un piquet là et un piquet là, et si je tire une ficelle, on peut mesurer donc un écartement. Évidemment, il y a d'autres méthodes beaucoup plus technologiques pour le faire. Donc ça veut dire que là, on peut visualiser réellement ce qui se passe au niveau d'une plaque ici, et ce qui se passe au niveau de l'autre plaque là, et on peut mesurer cet écartement. Donc là, pour la première fois, on peut voir ce qui se passe au niveau d'une dorsale parce qu'elle affleure. Sinon, on a la possibilité d'aller observer les éruptions volcaniques, donc la formation du fond océanique, en allant directement voir. D'accord? Donc on plonge et on prend des photos. Et là, on voit ce rift qui est quand même une zone extrêmement fracturée, fissurée, de part et d'autre donc duquel vous avez le magma basaltique qui va sortir. Ce magma basaltique, ce magma effusif, pardon, va donner donc une lave qui progressivement va se refroidir au contact de l'eau et former ces structures qu'on appelle, structures en coussin, basalte en coussin, qu'on appelle les pilolavas. Donc le magma monte grâce au moteur qui est le gaz. Le gaz évidemment s'échappe, d'accord, en même temps que l'eau de mer qui rentre en contact avec le magma, vous avez aussi une production donc, de gaz, et puis ça forme ce qu'on appelle des fumeurs noirs. Donc, fumeurs noirs caractéristiques donc, de cette activité volcanique. Et donc c'est basalte en coussin aussi. Donc cette production de lave, elle est continue, ça veut dire que le fond océanique se forme en continu de part et d'autre de la dorsale, donc de part et d'autre du rift. Donc ce plancher océanique, il est fait de basalte, et ces basaltes sont recouverts par des sédiments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les dater, ces basaltes. Et si on peut les dater, ça veut dire qu'on peut connaître leur date de formation. Alors j'ai choisi cette carte qui est quand même relativement facile à comprendre. On a donc une coloration des basaltes, couleur évidemment artificielle, en fonction de leur âge. Les basaltes récents sont plutôt en rouge, et les basaltes anciens sont en bleu marine. Et bien regardez bien ce qui se passe si je dessine l'axe de ma dorsale ici, c'est-à-dire le rift. Je vois une chose importante, c'est que déjà au niveau du rift, j'ai des basaltes actuels, j'ai une couleur rouge, et plus je m'éloigne du rift, plus je vais tomber sur des couleurs foncées, je vais vers le bleu foncé. Donc j'ai affaire effectivement à une chronologie du plus récent au centre de rift au plus ancien quand je m'éloigne donc vers les côtes continentales, là où le basalte évidemment est au contact avec les roches continentales. Ce qui est intéressant, c'est que là finalement j'ai aussi deux plaques. Là j'ai ma plaque nord-américaine, d'accord, et là j'ai ma plaque, le début de ma plaque, donc eurasiatique. Donc ça veut dire que finalement, si je regarde aussi qu'il y a un côté
symétrique de part et d'autre de mon rift, symétrique et chronologique, je peux donc remonter le temps et dire à quel moment ces deux blocs continentaux, là et là, finalement, étaient en contact. Eh bien, je vois que j'ai affaire à du bleu marine, peut-être que finalement, ces deux blocs continentaux étaient en contact il y a 180 millions d'années, ce qui voudrait dire que l'océan Atlantique, pardon, dans cette zone-là, la partie nord actuelle, hein, eh bien, c'est peut-être formé il y a 180 millions d'années. Alors, la datation des basaltes permet de constater qu'il y a une répartition symétrique de part et d'autre de la dorsale, la première plaque, la deuxième plaque, tout ça est symétrique, que la disposition est très précise, que j'ai des basaltes récents ici, et donc très anciens ici et là. Qu'est-ce que je peux tirer de ces informations? Eh bien, je peux dater la formation du plancher océanique et mesurer également la vitesse d'écartement. Je peux donc remonter dans le temps. Là, on est remonté jusqu'à 20 millions d'années, on peut remonter beaucoup plus loin, rappelez-vous, 180 millions d'années, et puis mesurer donc la vitesse d'écartement des plaques de part et d'autre de la dorsale, c'est-à-dire du rift, hein, du centre de la dorsale. Pour mesurer une vitesse, rappelez-vous qu'on divise la distance par le temps, donc c'est une formule qui vous aidera pour les exercices, vous le verrez, à faire pour la prochaine fois. Voilà ce qui se passe au niveau d'une dorsale. Pour résumer, on peut faire ce petit schéma qui montre l'écartement, qui montre ici le rift, d'accord, le magma qui remonte donc de la sténosphère, ce magma qui ensuite va devenir une lave qui va former le fond, d'accord, des océans, mais aussi évidemment une partie de la lithosphère océanique. Ce qui veut dire que là, par exemple, mon Amérique du Nord ou mon Europe ou mon Amérique du Sud et mon Afrique vont finalement être écartés. Là, j'ai une première plaque nord-américaine si j'ai affaire à la plaque eurasiatique de l'autre côté, ou la plaque sud-américaine, si j'ai affaire à la plaque Afrique ici. Mais dans tous les cas, elles s'écartent. Pourquoi? Parce que la libération de lave effusive est continue. Donc mon fond océanique se crée en permanence. Et donc mon océan est de plus en plus large. Donc au départ, on a un rift au centre d'un continent, une sorte de fracture au centre d'un continent, de part et d'autre duquel du magma va chercher à remonter. Lorsqu'il s'échappe, il forme le fond de l'océan. Donc ça crée, c'est toujours une zone où il y a une création d'océan, puis ensuite une expansion océanique. Donc ce qui explique l'écartement entre, par exemple, la France, entre Paris et Montréal, qui était de 2,3 cm par an. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des fosses? Eh bien, on a deux plaques qui se rapprochent. On est dans une zone qu'on appelle une zone de convergence. Alors, on va simplement résumer avec ce petit schéma. Imaginez que ce fond d'océan ici était créé au niveau d'une dorsale. D'accord? Donc ici, j'ai un mouvement d'écartement. Le fond océanique se crée, donc j'ai voilà, une plaque de plus en plus grande. Ici, j'ai une plaque, ça peut être par exemple de là à là la plaque de Nazca, et d'ici, un peu plus loin, la plaque évidemment sud-américaine. J'ai cette fosse qui est en fait finalement la conséquence du fait que le fond d'océan, donc ma lithosphère océanique, vous vous rappelez cette lithosphère océanique qui est fine mais dense, qui va rentrer en contact avec ma lithosphère continentale. Et comme elles n'ont absolument pas la même densité ni la même épaisseur, il va y avoir un phénomène ce qu'on appelle de subduction. Mon fond d'océan avec ma lithosphère océanique vont glisser sous cette masse évidemment de lithosphère continentale. Alors cette subduction amène aussi la disparition de cette lithosphère océanique qui va se mélanger dans la sténosphère là en dessous et qui va réalimenter aussi un tout petit peu ce qui se passe au niveau du dorsal. On a un recyclage de la matière. Tout ça, ça ne va pas se passer sans calme, enfin, ça ne va pas se passer dans le calme. Il va forcément y avoir des tensions, donc des libérations d'énergie, donc des séismes avec des foyers sismiques extrêmement profonds et de plus en plus profonds au fur et à mesure donc de la subduction. Ça va créer aussi des fusions partielles, donc des magmas qui vont chercher à remonter à travers donc ce bloc de lithosphère continentale jusqu'à atteindre la surface. Et là, effectivement, il y a un lien avec le volcanisme, cette fois explosif, d'accord, un volcanisme explosif. Rappelez-vous la ceinture de feu du Pacifique. Rappelez-vous aussi qu'il y a une subduction au niveau, il y a une fosse aussi au niveau donc de l'arc des Antilles et qu'il y a aussi des volcans explosifs. La Martinique avec la montagne Pelée, la Guadeloupe avec la Soufrière. Donc on a vraiment un lien entre la fosse océanique, qui est une zone de convergence entre deux plaques, donc un rapprochement entre deux plaques. Ici, la plaque par exemple de Nazca, et là la plaque donc sud-américaine. Donc c'est lié aussi à une subduction, cette plaque, cette lithosphère océanique qui va descendre, qui va glisser sous la lithosphère continentale, ça sera associé à un volcanisme explosif et on verra à terme à la fermeture d'un océan. D'accord? On comprendra pourquoi tout à l'heure. Donc je
en disant que eh bien, tout ça va avoir des conséquences très importantes. Regardez bien. Là, j'ai une première limite de plaque, une dorsale. Là, j'en ai une deuxième, c'est une fausse. Donc, on imagine que là, j'ai une plaque numéro 1, d'accord, qui est donc purement océanique. J'ai une plaque numéro 2 ici, qui est mixte. Elle porte à la fois de la lithosphère océanique, mais de la lithosphère aussi continentale et de la lithosphère océanique. Et j'ai une troisième plaque ici, qui est aussi une plaque mixte. J'ai une lithosphère continentale et une lithosphère océanique, donc avec des densités différentes. Là, j'ai un écartement, et à terme, l'expansion de cet océan A, qui est de plus en plus large, va repousser cette lithosphère continentale vers cette partie-là de la lithosphère continentale aussi, parce que mon fond d'océan B est entré en subduction avec cette masse, avec cette lithosphère continentale. Donc à terme, on va avoir cette masse-là qui va rentrer en contact avec l'autre. Donc finalement, si le mouvement des plaques se poursuit, je vais avoir quoi comme conséquence? L'ouverture de l'océan A, qui va être de plus en plus large, la fermeture de l'océan B, qui a complètement disparu, et qui a été remplacée par, eh bien, tout simplement une chaîne de montagnes, avec des roches déformées à l'intérieur. Cette chaîne de montagnes, c'est tout simplement la collision, le résultat de la collision entre cette masse de lithosphère continentale et celle-là. D'accord? Il n'y a plus de subduction, il n'y a plus rien, c'est plus possible. Les deux matériaux ont la même densité, donc forcément, ça rentre en contact. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces chaînes de montagnes, on va retrouver des traces d'un océan ancien, de l'océan B, par exemple. Ces traces, ce sera sous forme de ce qu'on appelle les ophiolites. Donc, je ne vous demanderai pas ce terme en contrôle, évidemment, mais je vous demande, pour ceux, par exemple, qui veulent aller au lycée, garder la SVT en spécialité en première, de le retenir, parce que ça pourra vous être utile. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas dans Pronote. Alors, pour conclure, les plaques se rapprochent au niveau des fosses. Une plaque faite de lithosphère océanique est plus dense, donc elle va glisser sous la plaque faite de lithosphère continentale. C'est la subduction. D'accord? À terme, cette subduction peut entraîner la fermeture d'un océan, la formation d'une chaîne de montagnes par collision entre les deux blocs de lithosphère continentale. D'accord? Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vais vous mettre une autre vidéo dans laquelle on va faire un schéma bilan, mais en attendant, je vous laisse avec aussi peut-être ces schémas qui sont un peu plus réalistes, qui permettent peut-être de mieux comprendre pour certains et avec un texte un peu plus complet. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans Pronote ou à poser des questions. Je vous mettrai une autre vidéo dans laquelle vous aurez le schéma bilan à compléter. D'accord? Merci et à bientôt.